j'ai l'impression que finalement Linklater se dit, si je me mets dans les mêmes conditions en fait que les gens de l'époque, c'est-à-dire je prends un peu le même type d'image, les mêmes décors, des acteurs qui ressemblent le plus possible, et ben je vais peut-être retrouver un peu de leur enthousiasme, quoi. Il est temps d'exaucer le fantasme d'Élie Martin, puisqu'on va donc parler de Nouvelle Vague. C'est parti. Ton cosplay est donc approprié. Nouvelle Vague, c'est donc le premier film de ce soir et le nouveau film de Richard Linklater, dont le dernier film en date était Hitman, si je me trompe pas, qui était sur Netflix. Ouais. Canal+. Ah oui, en France sur... ok. Produit sorti sur mes canals, en France. Et qui a déjà réalisé, je crois, son prochain, qui est en train de passer en festival, Blue Moon. Qui est passé à la Berlinale en février. Et d'ailleurs, c'est assez... Enfin, on pourra en reparler après, mais c'est assez marrant parce que ce film-là, enfin Blue Moon, sorte la même année que Nouvelle Vague, parce qu'en fait, c'est deux films qui se... Enfin, ça serait génial qu'ils sortent en France en même temps, en fait. C'est dommage que Blue Moon soit pas aussi sorti cette année, parce que ça se répond beaucoup. Ok. Ah ouais. S'il y en a un, c'est une sorte de vrai faux biopic sur un artiste en fin de carrière et qui est justement une sorte de génie sur le déclin, et l'autre côté, c'est du coup la Nouvelle Vague, et qui symbolise aussi une époque, du coup, Blue Moon, sur Lawrence Hart, et l'autre côté, c'est du coup Nouvelle Vague avec Godard, qui est un peu le génie, entre guillemets, sur le point d'éclore. Donc en fait, c'est vraiment, il a fait presque d'un film, enfin les deux pièces, deux faces de la même pièce, mais sauf qu'en France, on n'en voit qu'un, alors que quand on a vu les deux aussi, enfin quand on a vu Blue Moon et qu'on voit Nouvelle Vague la même année, on se dit ça se complète. Waouh, c'est dingue. Enfin, le type a une vision sur les artistes. Enfin, en ce moment, on sent que ça le travaille, je pense. Enfin bref, voilà. Ben non, mais c'est tout à fait à propos pour introduire donc Nouvelle Vague, qui est un film que Linklater a tourné en France avec une équipe quasi intégralement française, et qui revient sur le tournage de À bout de souffle, premier long métrage de Jean-Luc Godard, à la production, on va dire un petit peu, pas très orthodoxe, puisque Godard voulait évidemment s'affranchir de tout un tas de règles un petit peu de la fabrication traditionnelle des films, et donc on suit d'abord un peu, on nous présente cette époque, la fin des années 50, les différentes figures qu'on connaît bien de la Nouvelle Vague, François Truffaut, Claude Chabrol, Éric Rohmer, ils sont tous là. On voit même Rossellini à un moment qui passe dans les bureaux des cahiers. Et Godard, après quelques temps un peu frustré de n'avoir pu encore passer au long métrage, va donc voir son souhait exaucé avec À bout de souffle. Et je dirais... au-delà d'un peu des appréciations sur le film, j'ai l'impression que une des choses sur lesquelles il va falloir un peu statuer, c'est finalement qu'est-ce que c'est que ce film par rapport à bout de souffle, quoi. Comment est-ce que il se place par rapport à la fois au film qui existe, à son tournage et à ses figures principales. Comment tu décris un peu, Ellie, peut-être la démarche de Linklater par rapport à ces images préexistantes, à ces figures célèbres? Moi, je trouve que je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on va être assez raccord. C'est, on va dire, l'idée de base de Linklater, qui est, je pense, pour moi, ce qui fait que le film tient la route, et même tient bien la route, c'est le refus de la solennité du film hommage à bout de souffle et à ces gens-là. Et c'est plutôt le pari de la légèreté, et de se mettre en fait finalement à hauteur très humaine. C'est-à-dire, il en parle très bien, d'ailleurs, si vous lisez des interviews, celles dans les cahiers ou autres qu'il a pu donner quand il a pu présenter le film. On n'est pas avec Godard, Truffaut, Chabrol, on est avec Jean-Luc, François, Claude, et tous ces gens-là, en fait, qui sont pas encore vraiment, pour certains, si déjà, mais le film le montre d'ailleurs avec Truffaut. Mais on est plus à une sorte d'échelle assez humaine. Et du coup, le film, Nouvelle Vague, se voudrait presque être une sorte de roman photo d'une époque et d'un moment un peu donné, une sorte de petite chronique, comme il a déjà pu faire très très bien par le passé avec Dazed and Confused ou Everybody Wants Some. Sur, c'est plus, on se dit, tiens, si on posait une caméra en 59 dans les rues de Paris, qu'est-ce qui se passe? On voit une bande de jeunes s'amuser à faire un film de manière peu conventionnelle et foutre un peu le bazar comme ça. Et c'est ce qui... moi, je pense que c'est un peu le point de départ et c'est ce qui va derrière donner du charme. Et l'intérêt aussi, c'est que je pense que ça permet, en prenant cette dimension-là, ça permet à Linklater, en fait, d'aborder plein de petites choses de manière assez subtile, ou en tout cas un peu à la dérobée comme ça, et de pas être dans une sorte d'insistance ou de clin d'œil comme on aurait pu craindre sur tous les sujets là, tous les différents sujets, que ce soit donc les cahiers, la bande, les références au film, même à bout de souffle, qui sont finalement assez minimes, parce qu'en fait il évacue quasiment toutes les grandes scènes du film, notamment pour ceux qui n'ont pas vu le film, on n'a pas le tournage de la scène si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, allez vous faire foutre, littéralement allez vous faire foutre, il n'y a pas ça dans le film, c'est vraiment, ça ne sert à rien d'attendre ça. Il y a peut-être vraiment 2-3 scènes qu'on voit dans le film en fait, et encore on voit des fragments où limite ce qui m'intéresse plus, c'est le off que le on en fait. Et du coup c'est une sorte de film de making of, de making of, mais de making of du making of plus que de making of du film, ce qui est du coup je trouve
une sorte de petit pas de côté qu'on n'a pas forcément vu venir de prime abord et qui évite beaucoup d'écueils. Un autre justement écueil un peu qu'on pourrait croire que le film, enfin dans lequel on pourrait croire que le film va tomber, ce serait celui un petit peu on va dire du pastiche en tout cas, quand le film démarre avec ce faux grain de l'époque, le noir et blanc, le format 4 tiers, on se pose un peu la question de est-ce que Linklater finalement va essayer de faire un peu un film à la Godard ou à la À bout de souffle, et en fait finalement cette dimension par laquelle le film a d'ailleurs été un peu critiqué en disant finalement ça ressemble pas tant que ça à Godard, à mon avis c'est pas tellement son projet quoi, et je trouve ça plutôt judicieux qu'il essaie pas de se mesurer entre guillemets à Godard, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens, et en fait on va dire conserve cette espèce de forme assez modeste, assez fluide, assez discrète, qui a toujours été en fait un peu la mise en scène de Linklater, même si elle se met un peu aux couleurs on va dire de l'époque. Oui, mais heureusement, je pense qu'il n'a pas voulu faire un film à la manière de Godard, c'est ce qui fait la force du film. C'est ça qui est touchant, c'est que c'est un film, ce qui reprend la Nouvelle Vague, j'ai l'impression, c'est quand même l'idée de mouvement. Moi, ce film, j'ai l'impression qu'il est animé, sans mauvais jeu de mots, par un souffle que j'avais pas vu depuis hyper longtemps. J'ai l'impression que même les plans fixes, il y a une animation toujours dedans, c'est lié à ce qu'on voit dans le cadre, mais aussi dans la mise en scène. C'est jeune, tu le disais, il y a une proximité avec Linklater va pas déposer des fleurs au pied de la statue de Godard. Ouais. On a l'impression que c'est un copain un peu perché, un peu insupportable, mais ça reste un compagnon de route. On a l'impression qu'ils ont fait un bout de chemin ensemble, que ça a influencé le cinéma de Linklater, mais que ça doit être quelqu'un avec qui on partage des moments, avec qui on va de l'allant. Et je trouve qu'il retranscrit bien le mouvement, la frénésie de la création, le mouvement qu'on a dans la Nouvelle Vague aussi, un cinéma qui est surtout sur le montage, sur le rythme, ou plutôt sur l'arythmie, et qui rend bien compte de ça, même si le récit est tout à fait, tu le disais, hyper fluide, hyper ludique aussi. Ça, c'est assez agréable. Oui, et je trouve que c'est assez intéressant de voir finalement la place assez réduite qu'occupe véritablement À bout de souffle en tant que tel dans le film, quoi, parce que ça aurait pu être tout à fait un film dans lequel cette référence apparaît un peu comme une sorte de totem qu'on chercherait soit à reproduire, soit un petit peu à vénérer, etc. En fait, finalement, on voit assez peu de À bout de souffle, et comme tu l'as dit, il esquive un peu les passages obligés. Pav dans le chat disait qu'effectivement on voit Godard un moment en voiture sur une route de campagne, mais précisément on pense à la scène, mais c'est pas ce que le film va nous montrer. Et voire même une espèce un peu de démystification quand on voit le tournage des scènes. Il y a ce truc assez drôle où finalement, puisque le son n'est pas synchrone, les acteurs s'amusent à dire ce qu'ils veulent, ou typiquement la scène où Michel Poicard est touché par balle à la fin et marche dans les rues, donc c'est très drôle de voir un peu le contre-champ. Ne pas, c'est un film, c'est ça, où l'acteur meurt pas vraiment dans la rue. C'est ça, où Jean-Paul Belmondo rassure un peu les passants, et j'aime bien ce côté pas irrévérencieux, mais pas du tout dans une espèce d'adoration, quand bien même on sent que Linklater connaît vraiment son sujet, et le terme d'album photo est assez judicieux, quoi. Il y a cette façon de ce goût pour la recréation, on va dire, le mimétisme. On sent que absolument, mais on sent qu'en fait presque le film fait des efforts pour inclure tout un tas de personnages qui sont pas du tout essentiels à la stricte fabrication de À bout de souffle, mais on voit vraiment un peu toutes les têtes de l'époque qui sont chacune introduites avec un plan sur leur visage et le nom en dessous, donc il y a un côté effectivement photographie, mais voilà, c'est à la fois un film qui a une grande révérence, un grand amour un peu de cette période, mais qui ne tombe pas, je pense, dans le piège un peu du biopic un peu déférent qui se prosterne devant son modèle, quoi. Ouais, là où ça change aussi pas mal, tu parlais, je rebondis juste sur ce que tu dis, on voit les cinéastes, puis leur nom qui s'affiche, ce sorte de faux générique où on n'a pas les noms des acteurs, je trouve que ça place les personnes réelles comme personnages du film. Bien sûr. Et que ça crée aussi une distance, notamment pour les acteurs qui sont hyper bons, on va peut-être revenir dessus, qui imitent, mais qui en même temps sont pas en train de devenir, comme on voit beaucoup dans les biopics américains, d'incarner jusqu'à devenir la personne qu'ils doivent jouer, où on doit même plus les reconnaître. Là, on sait que c'est pas Godard, on voit que c'est un type qui joue Godard. Et je trouve qu'il y a chez Linklater ce côté jeu. On voit presque des gamins qui s'amusent à imiter leurs idoles, lui qui s'amuse à les filmer, et le faux générique joue là-dedans. C'est-à-dire qu'on voit Godard qui joue dans un film de Linklater. Et ça, je trouve que ça crée une distance assez marrante. Et ça doit permettre peut-être aux acteurs, j'imagine, d'avoir un peu plus de distance avec ceux qui doivent incarner. Tout à fait, ça rejoint ce que je disais sur l'intention de Linklater. Ils leur disent aussi aux acteurs, vous n'êtes pas Godard, vous êtes Jean-Luc. Vous êtes vraiment un type. Vous êtes vraiment un type qui veut juste faire un film, mais juste personne ne sait qui c'est. Et de fait, c'est ce qui montre très bien dans le film. Je vois que Molloy parle d'album photo fétichiste. Et moi, je suis d'accord sur l'album photo, je l'ai dit, mais je dirais pas fétichiste. Moi, je dirais plutôt tendre. Dans le sens où il sacralise jamais vraiment Godard. Et justement, il s'amuse beaucoup de cette idée du fétichisme qu'on pourrait avoir sur lui, et dès le début du film il le fait avec moi je trouve cette très très belle scène de
de soirée introductive où ils sont à la projection de La Place du Diable produit par Beauregard, où Godard fait une sorte de commence par faire un one man show devant Beauregard avec ce truc très drôle de dire ce n'est pas que l'Impasse du Diable est loin d'être bon, c'est qu'il est proche d'être mauvais, comme ça. C'est très très drôle. On sent déjà l'ego du type qui d'un coup prend le dessus, mais la scène c'est complètement désamorcé par l'interaction avec Juliette Gréco qui déjà s'en tamponne de lui, et de deux, quand quelqu'un vient présenter ensuite Godard à Gréco en lui disant c'est le génie de la bande, enfin c'est ce que lui va te dire. Ouais. Et du coup, on sent, il y a toujours cette envie un peu de jouer sur un entre-deux en disant, voilà, en fait, c'est des gens qui fantasment aussi quelque chose parce que ils sont cinéphiles. Et ça, c'est beaucoup. En tout cas, c'est important, je pense, dans le film, la cinéphilie et même le côté critique. Godard le film explore beaucoup, je trouve, cette espèce de dualité qu'il a en lui, d'être le critique qui doit devenir cinéaste. Ouais. Et est-ce que finalement, est-ce que cinéaste, c'est pas être critique? Il fait un hommage à une très belle réplique dans cet échange avec Beauregard au début, quand il se moque de La Place du Diable en disant qu'il veut faire son premier film. Et il dit mais Bobo, la meilleure façon de faire un film, la meilleure façon de critiquer un film, c'est de faire un autre film. Ça, c'est une référence directe à un texte de Rivette sur Bergman qui disait à la fin de son texte sur comment ça s'appelle, Jeu d'été, donc Sommerleg de Bergman, il disait est-ce que finalement la meilleure critique de Jeu d'été n'est pas le 7ème saut qu'il a fait juste après. Donc la meilleure façon de critiquer un film, c'est d'en faire un autre. Donc déjà on sent qu'il y a cette espèce de plaisir. Bon là c'est pour les aficionados de la critique et des cahiers des années 50 hein. Bon là c'est mon autisme qui parle hein, clairement. Voilà. Tu as l'allure de ce que tu racontes. Mais ça, voilà, on sent que je suis dans le cosplay jusqu'au bout hein. Non mais c'est un truc hyper intéressant. Et du coup en fait en partant de ce principe là, en fait le film va juste dérouler en permanence cette espèce de jeu de fantasme, mais à la fois avec de l'illusion et de la désillusion en permanence. C'est-à-dire que Godard n'est jamais trop sûr de lui, ni pas assez. Et la scène au resto l'illustre bien quand il va voir Schiffman et Truffaut et il dit mais en fait, est-ce que je suis pas en train de me planter, de faire n'importe quoi, et qu'il faut le rassurer. Et c'est pour ça que je trouve que du coup, ça fait pas, on n'est pas dans le fétichisme pur où on idolâtre tout le monde et tout ça, mais on est dans une espèce de balade un peu galerie comme ça, assez belle, où tout le monde a un peu sa place au chapitre, sa voix au chapitre, et peut exprimer des doutes et des perspectives sur ce qu'est la nouvelle vague en fait. Alors on nous dit dans le chat l'aspect punchline des répliques est parfois très agaçant, un peu jeune premier. C'est pas faux, mais en même temps j'ai l'impression que le film est assez conscient de ça, enfin que il se permet aussi, et c'est là où c'est où il brise à nouveau ce côté un peu révérend, c'est que il se permet aussi de regarder Godard comme un peu ce type de la bande de potes qui fait un peu son intéressant quoi. Enfin, je trouve il est agaçant. Il est en partie agaçant ouais. Et il est vraiment agaçant et attachant en même temps, c'est très fort quand même. Mais il y a des trucs assez je sais plus où je disais ça, mais il y a un moment où on voit Godard qui pique dans la caisse pour partir en festival etc. Pour aller voir les 400 coups pour aller voir les 400 coups à Cannes parce qu'ils se sont exclus, et c'est attachant exactement. mais je trouve que c'est assez chouette de voir que le film oui, transfert de quand on parle pour parler, il faut avoir le chien dans les bras. c'est le bâton de parole. Et on le voit pas, attends. C'est que la bande-annonce voilà. Ah là, parfait. Bon là c'est vu, c'est bon. La bande-annonce sert plus à rien, on va regarder le chien plutôt. Ce n'est pas tant un fétichisme sur les protagonistes qu'un fétichisme sur un Paris d'une époque fantasmée. J'ai trop l'impression de voir un États-Unien qui fantasme la France. Moi j'ai l'impression que ce qui intéresse aussi Linklater, c'est de recréer un peu plus un folklore, une espèce un peu de oui c'est ça, un peu de fantasme aussi quoi, de ce que cette période a été quoi. La réunion de cinéastes tous ensemble, quand ils défilment tous ensemble chez les cahiers, on sent qu'il y a un truc où il aurait voulu être dans cette bien sûr, il veut être la petite souris là, mais tout le monde, mais et puis c'est d'ailleurs une scène qui est en partie fantasmée aussi avec tout le monde, il a imaginé plein de gens qu'on sait pas s'ils étaient là en fait, je pense que oui, ça participe à ça. Oui, il y a ce côté, c'est à ça aussi que je pensais tout à l'heure quand on parlait de la place de Godard, mais que finalement on regarde un petit peu Godard, on n'est pas tout à fait de son point de vue, c'est un peu comme si on était nous-mêmes un des membres de l'équipe. C'est ça. Ouais. C'est peut-être Raoul Coutard dont on est le plus proche, c'est-à-dire donc le chef opérateur de À bout de souffle, qui débarque dans ce projet sans être sûr de exactement vers quoi il se dirige, et puis finalement qui suit un peu la vague, qui suit l'énergie de Godard, un peu amusé mais en même temps assez en essayant sincèrement de l'aider, etc. Et donc je trouve que le film réussit à nous ménager une bonne place quoi par rapport à ce Godard, qui est d'ailleurs je trouve beaucoup plus facétieux que ce à quoi on pourrait un peu s'attendre. D'ailleurs, je crois que c'est Raoul Coutard qui nous salue, donc bonjour. On parlait de... Ah oui, Saturday Night de Redman, qui parle de Saturday Night Live, de voir cette grande émulsion collective. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a ce côté... j'ai perdu le film, ce que je voulais dire. Ouais, mais je pense que tu voulais faire un petit peu revenir. On était avec eux, quoi. Oui, c'est ça. Je suis perturbé par le film. La dimension collective est importante, ouais.
Oui, c'est ça. Et il y a, je trouve que le film réussit à nous montrer aussi un Godard plus facétieux que ce à quoi on peut s'attendre, parce que aujourd'hui, rétrospectivement, on va dire, Godard a un peu cette stature de grand cinéaste, un peu cérébral, etc. Quand bien même, il y a toujours aussi. Oui, un peu, la jeune un peu autoritaire, hautain, peut-être. Voilà, c'est ça, exactement. Très très mal Godard, et je pense que. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y a toujours eu aussi des choses assez ludiques en fait dans les films de Godard, mais quand bien même ils sont parfois un peu exigeants, on va dire, de leur. Il veut manger le micro ? Il veut parler le micro ? Et donc, oui, j'étais assez ravi aussi de voir que le film est assez drôle, assez léger, et qu'on voit Godard un peu comme un grand gamin aussi, quoi. Il y a quelque chose qui à la fois trivialise cette figure et en même temps permet un rapport un peu d'humain à humain et pas de humain à figure connue de l'histoire du cinéma. Ce film est un chef-d'œuvre, surtout la perf du mec qui joue Raoul Coutard, pas moi du tout, bien sûr. J'ai une moustache, on fait confiance au chat, bien sûr, comme d'habitude. Non, mais pour revenir là-dessus, sur ce que tu disais, moi je trouve que c'est un truc qui est très beau dans le film, c'est justement, il y a cette scène qui est très marrante, justement avec Raoul Coutard lors de leur rencontre, pour continuer là-dessus, qui je trouve est assez géniale parce que en fait, Coutard est physiquement très impressionnant par rapport à Godard, qui a son côté un peu flegmatique. Enfin, il a un côté athlétique, Godard, mais il joue plus de son espèce de costume, côté un peu. Il marche sur les mains. Il marche sur les mains, mais il a un peu ce côté un peu légèrement nonchalant aussi, quand même. Là où Coutard arrive droit comme un piqué en disant, bon voilà, moi j'ai fait la guerre globalement, moi j'ai fait des trucs, quoi. Et cette scène qui est assez marrante, et où Godard dit, moi je dis des trucs et je veux qu'on exécute. Mais il dit ça avec une sorte de petit sourire en coin, comme s'il savait que ça va pas se passer tout à fait comme ça, mais c'est l'idée. Et ce qui est très marrant, c'est que derrière, quand on voit la manière qu'a de Godard de tourner dans le film, c'est jamais vraiment comme ça. C'est-à-dire que il fait confiance à tout le monde, déjà, notamment à Coutard. Qui lui demande tout le temps. Ouais, c'est bon, t'inquiète, ça va le faire. Et surtout, il y a ce truc où plein d'idées du film, finalement, ne sont pas tant de Godard, en fait, dans le film. Il y a cette scène sublime d'allumage de lampadaires, des réverbères. Oui, timé par Rician. Et surtout, et bon, ça pourrait être un autre point qui, moi, et je pense qu'il me touche le plus dans le film, en fait, Jean Seberg propose énormément de choses et elle a un rôle assez étrange dans le film où elle est toujours, en un sens, reléguée au second plan volontairement par Godard, et finalement, c'est elle qui amène beaucoup d'idées importantes, notamment cette scène très belle avec Belmondo, la scène à la fin, mais il y a cette scène très belle avec Belmondo, et Belmondo n'arrive pas à qui donne l'affiche d'ailleurs, où Belmondo sait pas trop comment se placer par rapport à Seberg, et Godard dit mais tu sais ce qu'il faut faire, s'emmerde pas, et en fait, d'un coup on passe au premier plan et on a juste Seberg qui susurre à l'oreille de Belmondo ce qu'il doit faire, il le fait, et c'est parfait. Et je trouve que c'est là où il y a un truc intéressant aussi, et du rapport, qui est un truc qu'on parle pas beaucoup, et je pense qu'il a été souvent d'ailleurs reproché à Godard, c'est à la fois le rapport aux femmes, dans son cinéma, et aussi peut-être justement ce côté un peu génie ultime qui connaît tout, qui fait tout seul. Et je trouve que justement avec cette scène-là et ce personnage de Gene Seberg, Linklater essaie un peu de contrebalancer quelque chose, d'apporter une sorte de nouvel équilibre où en fait d'un coup l'actrice a un rôle hyper important et peut-être même plus crucial qu'on ne le pense, et elle donne plusieurs des meilleurs moments du film, et notamment utiliser la fin. C'est Gene Seberg qui fait tout. Et le plan de fin où Godard a dans le reflet de ses lunettes, elle qui lui rentre dans la tête, littéralement, avec le mot fin qui apparaît dessus, c'est une manière de dire qu'en fait c'est elle, quoi, le film. Il y a d'ailleurs un truc très très beau sur cette image, on voit l'écran de cinéma reflété dans ses lunettes qui apparaît au début du film et de nouveau un peu à la fin, où d'une certaine manière on sent que presque Godard a envie d'être cinéaste, parce qu'il n'y a rien qui est plus important pour lui que de voir des films, et donc le fait que son film puisse être un film qui est vu par des gens, une espèce de logique cinéphile presque à l'œuvre, quoi. Pas du tout un besoin de s'imposer à la place d'eux, mais lui-même, si jamais quelqu'un pouvait avoir son film dans le rétroviseur, quoi, comme ça, ça serait assez beau. Si Paf dans le chat t'as pas aimé le film, n'hésite pas à nous en dire un peu plus, et si par hasard quelqu'un qui était sur le tournage, vous nous racontez 2-3 trucs. Ouais, grand plaisir. On est preneur si jamais, par hasard. Et non, mais ce que je trouve assez chouette dans le film, c'est que d'une certaine manière, Linklater, qui est quand même un cinéaste qui est pas très vieux, mais bon, qui a quand même déjà beaucoup d'expérience, qui tourne depuis une petite trentaine d'années, quoi, en fait. Malgré le fait que maintenant c'est un auteur très identifié, etc., on sent qu'il a toujours plus envie de faire le cinéma des Godard des débuts que des Godard de la fin, où il fait un peu des one-man films presque, qui bricolent tout seul, etc., des petits objets. Et moi je pense que c'est ça aussi la partie la plus touchante en fait du film, d'une certaine manière, c'est que
j'ai l'impression que finalement Linklater se dit si je me mets dans les mêmes conditions en fait que les gens de l'époque, c'est-à-dire je prends un peu la même type d'image, les mêmes décors, des acteurs qui ressemblent le plus possible, et ben je vais peut-être retrouver un peu de leur enthousiasme quoi. Et je trouve ça assez beau que finalement en évacuant à bout de souffle du film, il en fait vraiment une déclaration d'amour au processus de tournage quoi, et à cette espèce d'enthousiasme collectif, de légèreté, et voilà, qui rappelle aussi que finalement la nouvelle vague c'était aussi des jeunes qui s'amusaient à franchir les règles, qui improvisaient, et voilà, et que c'était pas du tout comment dire, la grandeur de l'œuvre, elle est a posteriori la conséquence de cet enthousiasme de tournage. Et on sait que Linklater je sais pas, notamment coécrit les films avec ses acteurs, etc. Enfin, un processus de travail qui est très ouvert quoi. Donc c'est assez beau quoi de dire finalement en remontant à cette source un peu, il essaie de retrouver un peu de cet enthousiasme juvénile quoi. Il a foi en le collectif, et ce que tu disais, il a foi en la jeunesse. Moi, c'est ça qui me bouleverse dans le film, c'est qu'on sent qu'il fait confiance, il a foi en cet élan, et à la fois en son l'ego de la jeunesse, qui le fait par protection aussi avant que son film soit diffusé. Il essaie de désamorcer Godard pour être sûr de ne pas ensuite prendre des critiques dans la gueule. Et les maladresses aussi de la jeunesse, c'est ce que tu disais, c'est un peu le côté critique et cinéaste en devenir, le critique qui passe son temps à citer, qui fait que des citations, qui écrit. Ensuite, comment on passe à l'action, comment on met ses propres mots et comment on crée des images avec ces mots-là. Et le côté jeunesse est hyper touchant aussi. Je trouve qu'en voyant un film, on a envie de se mettre à réaliser. Bien sûr. Et ce qui est chouette, c'est que ça donne envie. Ça dit que tout le monde peut être réalisateur, mais c'est pas complètement naïf, ça dit aussi que tout le monde n'est pas Godard quand même. Que le type a quand même une culture cinématographique, littéraire, artistique avant, qui vient comme bagage. Donc je trouve qu'il y a une sorte de candeur, mais pas de naïveté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, D'innocence, même je dirais. Ouais, complètement. D'où le côté très enfantin dont tu parlais au début sur le rapport au jeu, je pense. Mais oui, je suis assez d'accord. Et ce qui est très beau, en fait, moi aussi, je trouve que c'est un truc qui est, pour moi, l'un des enjeux du film, et c'est même dit par des personnages, c'est qu'en fait, finalement, c'est un film sur la peur surtout. Et ils en parlent à plusieurs moments. Et en fait, je trouve ça beau de faire un film dont le sujet sur un film qui est devenu par la suite un monument, voilà, une sorte de totem, comme on a pu le dire. Mais en fait, de faire un film sur la peur, mais simplement à la base de juste faire un petit truc. Oui. Parce que oui, c'est terrifiant en fait de se livrer à ce point. Et on voit bien que pour Godard, il joue gros quoi à ce moment-là, mais il joue pas gros parce qu'il sait qu'il va devenir un grand cinéaste, parce qu'il ne le sait pas à l'époque. Il joue juste gros parce qu'il se dit en fait tous mes potes ont réussi, moi je suis le dernier à pas l'avoir fait, je suis plus vieux qu'eux, donc déjà bon, enfin sauf Romer qui est Rivet, ils sont un peu plus vieux, mais genre dans les jeunes à l'époque. Sûr, il dit bon, moi je suis un peu à la ramasse, mais si je me foire là, bah je suis fini en fait. Et je vais juste condamner à continuer à faire des critiques ou à faire des courts-métrages qui est d'anti-cinéma. Enfin bref, à l'époque, il est dans ce délire-là. C'est un peu drôle, cette petite pique. Pour un mec qui a fait quasiment que des cours à partir des années 90, bon, c'est quand même dans les années 80 déjà. Bon, voilà, c'est quand même assez génial, mais pareil, manière de un peu se moquer aussi du Godard jeune. Oui. Mais je trouve que du coup, il arrive à travers cette espèce de rapport à la peur, qui je trouve est assez illustré par Jane Seberg, parce que c'est l'actrice américaine, c'est la couronne, on va dire, dans ce film-là. Tout repose en partie sur elle, et il passe son temps à la malmener, mais tout en sachant pas à quel point ça va tenir. Et c'est aussi pour ça que c'est beau que ce soit elle qui finalement, en fait, à force d'être malmenée, enfin pas force d'être malmenée, mais réponde en fait, et ose aller contre lui, aller le défier, pour lui montrer qu'en fait, lui, il a peut-être peur pour sa non-carrière existe encore, mais elle vaut aussi très gros, et même d'un point de vue purement personnel, elle voit ce film comme une possibilité d'émancipation de toutes les règles hollywoodiennes et les carcans qu'on impose aux jeunes actrices de l'époque. Et je trouve que c'est là où le film vraiment trouve, moi, un cœur émotionnel, et c'est pour ça que on a eu un peu ce débat en off avant l'émission, que le film dépasse l'anecdote et qu'il arrive à toucher justement à une forme de vibration intérieure, de se dire, en fait, dans la vie, quand on a une aspiration, la vulnérabilité est de mise, en fait. Et je trouve que du coup, le film, en refusant justement en étant d'une sorte de sobriété à ce niveau-là, met à nu cette espèce de vulnérabilité du jeune type qui veut accomplir son rêve, tout en sachant pas s'il va y arriver vraiment. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Benoît parle du fait qu'on n'a pas l'après à bout de souffle à la réception, mais en fait, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est juste d'avoir réussi à mener la barque à bout. C'est ça. C'est énorme ce qu'il arrive à faire. Et du coup, le fait qu'il est tétanisé, et ça donne cette scène, encore une fois, la scène du resto dont j'ai déjà évoqué, où il y a cette séquence où tout le monde dit voir des films ne pas nous terrifier de la peur, de la vie, etc. Oui. Et lui, il dit à la fin, non mais surtout, voir des films ne doit pas nous enlever la terreur de les réaliser. Et c'est ça qui est très beau. C'est de dire, en fait, on doit faire un film avec la peur, parce que en fait, dans tous les cas, quand on fait un film, on parle de nous et on s'expose à prendre très très cher, quoi, potentiellement, et à juste en finir en quelque sorte. Ouais. Et Godard le dit clairement, si j'arrive pas à faire de film, globalement c'est la fin de ma vie. Donc c'est ça qui est, je trouve qu'il y a une forme de fragilité
et que ce soit Jean-Luc ou un Kidam, en fait, c'est pareil à ce niveau-là. Juste la beauté de l'expression de quelqu'un, quoi. Je reprends un peu le fil du chat. Léo qui nous dit quand on compare à d'autres films du genre où le personnage principal a une sorte d'accomplissement ou de rédemption, Nouvelle Vague a un côté un peu neutre sur son personnage principal. Il ne le condamne ni le sublime, comme s'il n'y avait aucun discours jugement sur Godard. Je trouve que c'est un bon point du film de ne pas être sentencieux. Et Paf qui nous dit plutôt au contraire. Alors je synthétise un peu. J'ai pas trop aimé la représentation de Godard aussi. J'ai l'impression de voir un personnage divin qui prend toujours les bonnes décisions. Je sais pas, j'ai l'impression que. Mais d'ailleurs, il y a plusieurs moments du film. Il y a le truc où il marche sur les mains, mais un autre moment qui m'a fait penser, où il y a un peu la question de l'équilibre qui se pose, quoi. On sent que. Quand il est dans le métro sur les chaises comme ça. Exactement, voilà, exactement. Il se balade avec. Moi, je marche sur les mains dans le fond du cadre. Tous les quiz, c'est tu mimes des films. Je t'ai pas prévenu encore. Et non, mais c'est ça où il y a cette sensation un peu que il est vraiment en équilibre sur un truc un peu précaire et il essaie de. Donc moi, je trouve pas trop qu'il soit. Et puis on le voit faire des conneries, non, quand il dit à la fin tirer dans la colonne vertébrale ou. Oui, c'est ça. Il y a des trucs où il propose quand même des choses et il faut de lui dire non, ne fais pas ça. N'importe quoi, mon gars. Mais d'ailleurs, il dit après quand il tourne la prise, c'est hyper drôle. Il dit bon, on va en faire une sans la phrase pour Truffaut. Du coup, il fait l'inverse de ce qu'on lui dit, ce qui est assez drôle aussi. Alors, tac. Je trouve que le film a des côtés un peu coupés des années Vicious, lui-même qui a adapté la vie de Godard, notamment sur la fin avec son ambiance de tournage qui montre la beauté du travail collectif. Ce qui n'est pas faux, et ça rebondit sur ce que disait Benoît Rouilly sur YouTube, c'est que effectivement on voit que Godard, enfin on voit pas que Godard, parce que déjà sans que Linklater fait des efforts pour inclure un maximum de visages dans son film, même certains qui sont pas très connus en fait du public d'aujourd'hui et même des cinéphiles. Moi, il y en a plusieurs où les noms s'affichent et j'avais pas le référentiel réel. Mais non, j'aurais voté Nouvelle Hollywood tout à l'heure. Et c'est ça. Mais parce que je pense que Linklater considère que ce tournage de Godard était l'exemple de l'enthousiasme qui l'intéresse dans la nouvelle vague, quoi. Exactement, ouais. Voilà. Et donc je reprends le message de l'interprète officiel de Raoul Coutard. Le vrai sujet, à mon avis, mais j'en ai pas parlé, c'est l'ambiance et la force du groupe, et Rick nous a très vite fait confiance. Il nous a laissé faire groupe et nous emparer du film. Il a écouté nos propositions, il s'est nourri de nos envies et réalités. Le coup de génie, c'est de prendre des inconnus comme l'était Godard, Belmondo, Coutard, quel acteur, c'est bien vrai, à l'époque. C'est très juste, et je trouve que c'est là aussi où c'est un bon choix, parce que d'une certaine manière, ça destitue un peu Godard, qui soit pas interprété par une espèce d'acteur français un peu... confrontation monstre à monstre, comme c'était le cas avec Louis Garrel, où un peu les deux personnages doivent se relier quelque part, se rencontrer. Là, au contraire, il prend effectivement des acteurs qui sont pas connus. Déjà, ils sont très très bons, mais surtout à la fois, ça fait qu'on voit encore plus Godard parce qu'on ne voit pas quelqu'un d'autre, et en même temps, on voit encore plus à quel point Godard est un type un peu comme tout le monde, quoi, pour le dire. Je pense qu'il y a aussi le fait que sur le tournage, quand tu prends que des acteurs méconnus, t'as pas de hiérarchie. Oui, aussi. Et Mathieu me racontait que l'idée de Linklater, c'est aussi de créer une bande, que les acteurs soient tous au même niveau, qu'on ait vraiment une bande de jeunes qui ont envie de faire au mieux, qui ont envie de se lancer, et de prendre que des inconnus, à part Gene Seberg, qui était déjà connu à l'époque. Mais Zoé Dutch. Comme là, Zoé Dutch l'est un peu plus. Ouais. Et comme Melville, comme ça, il y a un peu cette espèce de double... ce qui est assez marrant. Mais il y a une scène qui illustre ça très très bien, je trouve, qui est une scène qui, voilà, pareil, techniquement, ne sert en soi à rien vis-à-vis d'À bout de souffle, hein. Cette idée qu'on aurait de se dire que c'est le film sur À bout de souffle, c'est une scène géniale où je pense c'est Raoul Coutard qui est en roue libre, qui prend la caméra et monte et fait de faire un clin d'œil à tout le monde, et qui est une scène qui vraiment c'est de la pure anecdote, je sais même pas si c'est vrai ou pas, enfin ça a vraiment eu lieu cette scène là, mais simplement à ce moment là, et le fait qu'aussi Gene Seberg d'ailleurs soit aussi moteur de cette scène là, ça rajoute un truc sur le fait de dire en fait voilà, oui la pellicule techniquement elle appartient à Godard pour son film, mais en vrai pas que, on peut faire ce qu'on veut aussi, ça peut apporter un truc et ça va dans cette ambiance de légèreté, de d'espèce de petits corps organiques en fait, et c'est ça la beauté d'un film en soi et l'œuvre collective. Et faut pas oublier quand même, mine de rien, un truc qui est très vrai et beau, c'est que Godard, voilà, justement, on a facilement tendance à dire que c'est un peu le génie suprême, etc. Mais Godard, c'est quelqu'un qui a toujours fantasmé et adoré le système de production hollywoodien. Donc avec l'idée d'avoir un producteur et un corps d'équipe très fixe et de collaborer comme ça de manière artisanale. Lui, il a toujours aimé ces choses-là, il a beaucoup défendu ça, et il le dit très très bien aussi à Bobo à la fin, quand il lui dit je n'aurais jamais pu travailler avec un producteur qui ne soit pas aussi un ami. C'est une manière aussi de dire, mine de rien, en fait, cette aventure, c'est une aventure, d'amitié, même si c'est pas toujours facile,
Mais c'est ça qui est très très beau, et on voit bien dans la différence de traitement même entre Seberg et Belmondo dans le film, comment il interagit avec les deux, la tape finale sur l'épaule avec... D'ailleurs, qui est en miroir aussi, qui est très belle, ils font vraiment littéralement le même geste sur l'épaule chacun l'un de l'autre, je trouve que comme s'ils se mettaient un peu vraiment... il y a une sorte d'égalité entre eux, là où Belmondo il lui dit bon bah vas-y, cours mon grand, on se revoit un jour peut-être, truc bon, beaucoup plus ridicule mais qui marche très bien aussi. Enfin je trouve qu'il y a un truc très beau par rapport à ça. Je crois que la scène du clin d'œil a été improvisée le jour même à la vue du décor, mais je me trompe peut-être. Je me souviens pas de cette scène dans le scénario. Incroyable. Voilà, c'est encore plus... Voilà, ça illustre très bien aussi cette idée-là, je pense, c'est ce qu'on ressent en fait dans le film, le plaisir pris à créer ensemble, quoi. Ce que tu disais, Chloé. Oui, complètement. Et oui, on a envie de faire un film. Je pense que c'est un film que tous les étudiants en cinéma devraient voir, dans le sens qu'ils connaissent la nouvelle vague ou pas et qu'ils aiment pas Godard, en fait on s'en fout. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est une bonne introduction à la nouvelle vague. Et déjà c'est une bonne introduction, et juste tu vois un film où des gens kiffent. C'est un film de kiffeur, nouvelle vague, il faut le dire. Voilà. Oui, c'est ça, mais un film de fabrication, quoi. Ouais. Un film de... Ouais, bien sûr. Mais en même temps, c'est très Linklater, je trouve, comme idée un peu d'opposer, on va dire, la forme figée du film tel qu'on le connaît à vraiment le temps du tournage, quoi. Et en fait, le film, c'est ça, quoi. C'est du désir du film à sa comment on dit, sa complétude. Pas du tout. Oui, Sa finition, voilà. Ouais, je suis entièrement d'accord.